Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Axel Alétru. Bonjour Axel. Bonjour. Ça va ? Ravi d'être là. Alors, tu es sportif de haut niveau, on reviendra un peu plus tard en détail sur ton parcours, mais tu as brillé dans de nombreux sports et puis il y a eu un parcours qui a été marqué par un grave accident qui t'a rendu paraplégique, mais qui ne t'a absolument pas empêché de continuer ta carrière de sportif de haut niveau. Et aujourd'hui, tu es également conférencier. Tu as sorti un livre en 2018. Oui. Et on peut encore te voir à l'écran dans le film Invincible été, avec Olivier Goy qui revient sur la maladie de Charcot. Et toi, tu donnes un beau message d'espoir et de force. De transmettre. Est-ce que tu as d'autres projets de prévus ? Alors écoute, après le BMX, le motocross, la natation et le Dakar, retour sur une moto, bientôt. Donc c'est prévu pour quand ? C'est prévu pour février 2024. Okay. Je vais faire une épreuve qui est assez mythique dans le Nord-Pas-de-Calais, qui est l'Enduro du Touquet. Je connais. Tu vois. non, mais 1200 pilotes, donc l'envie de revenir sur une moto pour boucler la boucle. Après combien de temps finalement ? Après, ça fera 14 ans. Ok. Donc moto électrique en plus. Et l'objectif, c'est de faire le all shot. Donc le all shot, ça veut dire partir premier, arriver premier au premier virage, faire le départ en tête devant les 1300 pilotes. Et de rester donc du coup premier jusqu'à la fin ? Alors, pour moi, faire les 3 heures, ça va être compliqué. Mais on a prévu une petite plateforme pour que je puisse m'arrêter et arrêter la course là, parce que pour moi, ça serait impossible de faire le reste de la course techniquement avec mon handicap. Mais en tout cas, le all shot, c'est déjà un prix dans la compétition, donc si je peux le gagner, ça sera une belle victoire. Tu vois que j'y connais rien du tout. Peu de gens le connaissent. Il y a peu de gens qui savaient le... En gros, c'est comme au Tour de France, tu as le maillot jaune, mais tu as le maillot à pois. Oui, et c'est un autre maillot en fait. Voilà, c'est ça. Ok, donc c'est ça que tu vises. Voilà. Donc ça, c'est le gros projet, à venir, qui est en route, voilà. Et tu t'entraînes Alors, je m'entraîne, beaucoup d'adaptations avec la moto, donc un gros challenge à relever. On va arrêter de se projeter dans le futur. On va faire on va remonter le temps. Okay. On va revenir à ton enfance. Déjà, où est-ce que tu as grandi ? Alors, j'ai grandi entre Lille et Prague, parce que j'ai une double nationalité, franco-tchèque. Donc, j'ai passé du temps là-bas, en plus quand je faisais du motocross, parce que mon team était basé en Autriche, et donc la frontière entre la Tchéquie et l'Autriche. C'est ton papa, c'est ta maman qui est... Mon père. Ok. Donc j'ai passé ma vie entre les deux, puis après beaucoup voyagé avec le sport. Je voyageais presque 265 jours par an. Donc, finalement, t'es pas un vrai ch'ti, quoi. T'as pas... Bah, je suis né à Lille, oui. Tout de même. Mais t'es scolarisé là-bas au démarrage ? Au tout début, oui. J'ai commencé à Lille, ouais. Et à quel âge tu commences à vadrouiller ? À partir de l'âge de 10-11 ans, je commence déjà à bouger. Donc avant 10-11 ans, t'es quel genre d'élève ? Alors, je peux pas dire que je me donne à 100%, je fais le strict minimum, mais j'ai des résultats qui sont corrects. À cette époque, je dirais que ma tête était déjà focalisée sur mon rêve qui était de devenir pilote de moto. Donc, depuis tout petit, c'était mon rêve. À 5 ans, j'allais voir mes parents en disant « Papa, maman, plus tard, je vais être pilote de motocross professionnel. » Mais à quel âge tu montes sur une moto ? Je monte sur une moto à peu près vers 7-8 ans. Ok. Mes parents voulaient, pour la petite anecdote, mes parents ne voulaient pas que je fasse de moto. Pourquoi ? Parce qu'ils trouvaient que c'était dangereux. Et comme, pour une transition, mon père m'a dit, écoute, fais du vélo. Donc j'ai fait du BMX. Et il m'a dit, écoute, Axel, si tu es champion d'Europe ou champion du monde de BMX, je t'achèterai une moto. C'était un challenge. C'était pas un petit challenge. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, parce que je suis devenu 3 fois champion de France, 3 fois champion d'Europe et 3 fois champion du monde. Donc là, mon père, il a été obligé de m'acheter la moto. Tu crames un petit peu, là, je trouve. On dit le palmarès, quand même. Est-ce que tu avais des frères, des sœurs ? Non, fils unique. Ah, donc tout était... Ça mettait un peu de pression ? Non, pas de pression. Après, c'est moi qui étais demandeur, donc finalement, voilà. Tu as grandi avec beaucoup d'amour, alors ? J'ai grandi avec beaucoup d'amour, des parents présents et qui m'ont accompagné sur tous mes projets. C'est important. Donc tu le disais, tu étais l'élève qui faisait un peu le strict minimum, mais ça passait toujours ? Ça passait toujours, tout juste la moyenne, voilà.
T'étais pas rebelle? J'étais pas rebelle, mais j'étais pas le dernier pour faire quelques petites bêtises quand même. T'étais un peu suiveur, quoi. Voilà. Enfin, j'initiais quand même pas mal parfois. Bon, finalement, t'étais un petit peu rebelle, alors. Ouais, c'est rebelle, je sais pas, mais T'étais voilà. insolent? Non, j'étais pas insolent. J'étais plutôt, je faisais plus. Parfois même les professeurs rigolaient à mes T'étais blagues. déconneur. Voilà. T'avais envie de... Ça. Est-ce que t'avais envie d'avoir un peu d'attention? Pas forcément, non. Mais j'aimais bien détendre l'atmosphère. Enfin voilà. Et à l'époque, quel métier tu rêvais de faire? Ah, moto. Moi, c'était mon job. Professionnel? Ah ouais, voir les États-Unis, les stades entiers, c'était clairement ce que je voulais faire. Et comment t'avais découvert ça, alors? À la télé? Mon père roulait en moto à l'époque. Ok. T'as gardé des amis de l'époque? Dans la moto ou à l'école? À l'école. Oui, toujours. Toujours. Des Lillois. Des Lillois, amis d'enfance, que depuis l'âge... Donc on s'est connus en maternelle, pour tout te dire. Ah oui. Ouais, donc chance. c'est vraiment des amis de très longue date. Et la petite anecdote qui est sympa, donc j'ai grandi avec un copain qui s'appelle Maxime. On jouait toujours, on faisait toujours de la compétition déjà dans la cour de récré. J'aimais bien jouer au policier, au voleur, j'aimais bien toujours gagner, tu sais, les POG. T'étais un compétiteur. Déjà, dans la cour de récré, j'étais un compétiteur avec ce fameux Maxime. Et après, donc moi, je suis parti de France, donc on s'est perdu de vue. Alors. Voilà. Et j'ai eu mon accident. Quand j'ai eu mon accident, j'ai été rapatrié en France. Je suis allé en rééducation à Lille. T'avais quel âge, là? À 20 ans. 20 ans. Et quand j'étais dans ce centre de rééducation, un jour, je vois arriver quelqu'un. Et là, je découvre que c'est Maxime. Et qu'est-ce qu'il avait? Mon copain de d'enfance. maternelle, ouais. Et en fait, il n'était pas là en tant que patient, il était là en tant que professionnel parce qu'il est maintenant orthoprothésiste. D'accord. Et donc, Maxime... Vous avez travaillé ensemble? C'est lui qui me confectionne mes attelles qui me permettent de marcher. Donc c'est quand même beau, extraordinaire. Ouais. Et avec Maxime... Et entre-temps, à ce moment-là, vous étiez plus en contact et vous êtes retrouvés? On s'est perdu de vue parce que moi, je voyageais énormément et voilà. Et là, on s'est retrouvés. C'est lui qui me fait mes attelles. On a été au Dakar ensemble. Donc c'est quand même une superbe histoire d'être au Dakar avec son meilleur ami. Ouais. Puis surtout que tu connais depuis toujours, finalement, quoi. Carrément. Du coup, si on s'intéresse à cette scolarité, ton enfance, c'est des bons souvenirs? Que des bons souvenirs? Ouais, j'aimais bien l'école tout de même. C'est vrai, non, mais ce que j'aimais pas, c'était les devoirs derrière. Oui. C'était devoirs. Tu sais, moi, quand je rentrais à la maison, je voulais aller faire du sport, m'entraîner. Et là, on me disait, bah non, il faut encore faire les devoirs. Ça, j'aimais pas, par contre. Est-ce que tu avais un professeur préféré? J'ai eu... Pas forcément. Non. En vrai, je réfléchis. Est-ce que... En fait, ce qui m'a un peu déçu dans le système scolaire, c'est que on met rarement... Enfin, c'est dommage, je trouve, on met pas forcément en avant les athlètes ou le sport. Donc, mes profs savaient que... Il y a quand même sport-études? Oui, mais malheureusement, pas dans ma section à l'époque motocross. Et donc, même ça a changé depuis? Je pense pas, non. C'est un sport qui est un peu... c'est différent parce que voilà, on voyage beaucoup. C'est pas comme la natation, on peut... Oui, où tu vas t'entraîner tous les jours au même endroit, oui. Donc c'est un peu dommage parce que bon, quand je fais quand même des bons résultats et les profs m'ont jamais vraiment demandé ou encouragé ou ce genre de choses. Donc... Aucun prof du coup avec qui tu pourrais être resté en contact? Non, par contre, j'ai la proviseure du lycée où je suis allé, qui me suit aujourd'hui encore sur les réseaux et elle a suivi tout mon parcours et voilà, on est encore en contact. Ta matière préférée, c'était quoi? Bon, le sport. Voilà. Sport, mais à côté de ça, maths. Ah, ouais. C'est très rare dans cette émission qu'on nous dise ça. Ah, en général, c'est la bête noire. Ah ouais, non, j'adore. Français, c'était ma bête noire. Et toujours? Ah oui, j'écris très mal. Donc ça, c'était la matière cauchemar. Mais ouais. Mais maths, j'aimais très bien. On l'a dit, donc ton parcours a été marqué par de nombreux sports, du coup des voyages. À 5 ans, tu commences le BMX? À 5 ans, je commence le vélo. C'est tôt quand même, non? Bon, il y en a beaucoup qui ont 5 ans et qui s'y mettent? Il y a quand même il y a quelques petits boys qui roulent. Ouais. Est-ce que tu t'en souviens bien de ce moment? Oui, je m'en souviens très bien parce que quand mes parents m'ont inscrit au club de vélo, j'ai voulu arrêter le BMX parce que j'aimais pas les entraînements et l'entraîneur. Donc j'ai arrêté le vélo.
alors que j'adorais ça. Et mes parents m'ont emmené voir une compétition. Et là, quand j'ai vu la compétition, ça m'a donné de nouveau envie. Et quand je suis retourné au club, j'ai eu un entraîneur différent qui n'entraînait pas les petits sur le circuit, mais à côté, avec des petits exercices, des jeux ludiques, etc. Et donc j'ai repris goût au vélo. Et tu vois, grâce à un bon entraîneur, j'ai pu retrouver goût. À la bonne rencontre. Voilà. Est-ce que c'est dès ce moment-là que tu te dis, allez, ça sera pour toujours dans ma vie et je vais en faire mon métier? Ça vient au fur et à mesure. Je pense que ça se concrétise quand je prends conscience que j'ai quand même un talent et que je peux performer. Il y a eu plein de titres, tu l'as dit tout à l'heure. Voilà. Champion d'Europe junior, vice-champion du monde. Voilà. Donc tout ça amène à se dire, bah tiens, peut-être que... Et à quel moment tu décides de basculer sur le motocross? À un moment, j'en ai ras-le-bol du vélo. Je veux vraiment faire de la moto. Et donc là, je dis, bah, c'est maintenant. Je pense que c'est le moment. J'ai fait le tour dans le BMX où j'avais fait... Et tu avais remporté les challenges demandés par papa. Voilà, c'est ça. Et à l'époque, malheureusement, le BMX n'était pas aux Jeux Olympiques. Ah oui? Oui, seulement depuis 2008. Et donc, moi, mon rêve, c'était vraiment de faire quelque chose de prestigieux, une grosse compétition. Et dans le BMX, c'était pas encore très très connu, même si aujourd'hui ça a pris de l'ampleur. Donc c'est pour ça, ça m'a vraiment précipité pour tourner la page et troquer mon vélo pour une moto. Et ça marche tout de suite? Ça marche très bien tout de suite. Championnat de France, championnat d'Europe, et puis après mes premiers titres. C'est quoi les premiers titres alors? Mes premiers titres, je deviens champion du monde junior en 2006 de Supercross à Cardiff, dans le stade là-bas. Et après vice-champion du monde junior en 2008. Et de là, après, une opportunité s'offre à moi, vraiment devenir professionnel. Là, tu es en plein rêve. Là, je me dis, ça y est. Ça y est, mais on n'y pense pas forcément parce qu'on fait tellement de sacrifices, d'entraînement, qu'on est dans une tourmente où on ne se rend pas compte de ce qui nous arrive. On prend pas forcément... Tu avais quand même l'impression d'être dans le sacrifice alors que c'était ta passion? Bah oui, parce qu'on s'entraîne beaucoup. Il y a des moments où on a envie de tout lâcher parce que c'est difficile. C'est pas... Tout le monde Même si c'est ta passion? Même si c'est ta passion, tu arrives à des overdoses parfois où tu te dis pourquoi je suis là. J'ai l'impression que tu te lasses assez rapidement. Alors, c'est vrai que quand on regarde ma carrière, j'ai switché sur beaucoup de sports. Bah oui. Donc souvent on me dit ça, alors que non. Mais je pense que quand j'ai fait le tour, j'ai envie de Tu fais le tour de nouveaux plus challenges. rapidement que les autres. Je sais pas. Donc là, on le disait, tu es en plein rêve. Et puis malheureusement, ça va prendre fin en Lettonie le 27 juin 2010. Exactement. Tu chutes pendant une course. Oui. Grand Prix de Lettonie, je chute et je perds l'usage de mes jambes. Donc en une fraction de seconde, je passe de pilote professionnel à personne handicapée sans aucune perspective d'avenir. À ce moment-là, je pense que... On t'annonce tout de suite Tout de suite, les médecins... Je ne tombe pas forcément dans le meilleur des pays. À l'époque, je tombe en Lettonie. Donc rapatrié en France. Et là, le diagnostic tombe. Les médecins me disent que je ne remarcherai probablement jamais. Parce que quand tu es en Lettonie, qu'est-ce qu'ils te disent? On ne me dit rien en Lettonie, les chirurgiens ne parlent pas anglais, je suis dans des conditions vraiment apocalyptiques, strictement rien à voir avec le système français. Donc, je sais, si ce n'est que je ne sens plus mes jambes, je ne sais pas réellement ce que j'ai dans ma colonne vertébrale. Donc, arrivé en France, je suis paralysé, je ne sens plus rien. Donc là, je me dis que c'est terminé. Mais je me dis peut-être que j'ai une chance, on espère. Et donc, arrivé en France, évidemment... Première question, elle a été toute simple. J'ai regardé le docteur, je lui ai dit « Docteur, est-ce que je vais remarcher un jour ?» Et le médecin ne s'était pas prononcé. J'ai de nouveau insisté. Et là, le médecin a dit que malheureusement, il ne pouvait pas me prédire la suite. Donc là, on se dit... Là, qu'est-ce qui est touché alors finalement? Colonne vertébrale, ouais. La vertèbre L1, T10. Donc on me dit que je ne remarcherai jamais, et potentiellement jamais. Donc là, la moto terminée. Enfin... Tout devient rationnel, on ne pense plus du tout à la moto, on se dit mais waouh, comment faire maintenant pour retrouver une vie classique? Rien que ça. Je pense qu'à 20 ans, il y a toujours pire, mais je pense que c'est l'une des choses les plus dures qu'on peut dire à un gamin de 20 ans, de se dire que tu marcheras plus. Tu marcheras plus, quoi. Aller voir tes potes, voyager, aller dans des restos, des bars. Tu étais au démarrage de ta vie surtout. Tu es au démarrage de ta vie, tu as plein de questions, donc très difficile.
Et comment ça se passe alors après? Avant que tu retrouves Maxime, c'est ça? Ouais, en rééducation. Donc je m'en vais en rééducation pendant 2 ans. Et donc là, au fur et à mesure, je récupère tout doucement la cuisse de gauche, puis de droite. Puis ensuite, première victoire, j'arrive à me mettre debout dans l'eau. Et ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Quand on dit ça, peut-être que les valides ne se rendent pas compte, mais pour moi, me remettre debout dans l'eau pour la première fois, c'était dingue. C'était une victoire pour moi, pour les gens qui m'entouraient, pour l'équipe. C'était encourageant. Au bout de combien de temps? Je pense que ça a été au bout de 4 mois à peu près. Donc 4 mois, première victoire. Puis ensuite, je sens que je stagne malheureusement. Et le problème de la colonne vertébrale, c'est que personne pourra prédire l'avenir. Donc on est dans l'interrogation complète. Et on l'a tous vu, au moins expérimenté une fois dans notre vie. Dans l'interrogation complète, pour nous, êtres humains, c'est ce qu'il y a de plus dur. Donc je ne savais pas si je devais continuer à travailler ou accepter, faire le deuil, rebondir. Et donc là, je me suis dit, bon, je vais aller au maximum. J'avais pris 2 ans de ma vie, où pendant ces 2 ans, je m'étais dit que j'allais tout faire pour y arriver, quoi qu'il en coûte. C'est toi qui décides de... Je décide avec le staff médical, mais ensemble, on se met une deadline de 2 ans. Et donc là, il restait 6 mois. Et sur ces 6 mois, je sens que je ne progresse plus. Et là, je me dis, comment faire pour pallier à ces muscles qui sont paralysés? Comment... C'est toi qui trouves la solution? J'initie un petit peu avec ma kiné en me disant, je vois que je ne progresse plus, pourquoi pas essayer d'innover, être flexible, s'adapter, trouver des solutions. Et là, je croise Maxime. Et donc, ensemble, on développe ces attelles. Avec, là, c'est dans les 6 derniers mois. Voilà, c'est ça. On se retrouve, on crée ces attelles en carbone. Et grâce à ça, je peux me remettre cette fois debout sur la terre ferme. Et là, je commence à marcher. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Une libération. Je suis assez grand, donc... oui. Mais du coup, quand tu es en fauteuil toute la journée et que tu te lèves pour la première fois, tu as l'impression que la pièce... C'est plus la même vie. Mais ouais, ça change tout. Donc, le sentiment de pouvoir revivre, être comme les autres, presque. Ouais, c'est hyper émouvant. On imagine donc tu as lié beaucoup de doutes, de moments compliqués, et puis une nouvelle passion. Une nouvelle passion, l'envie de démontrer que malgré le handicap, je peux devenir une nouvelle fois un champion. Voilà. Alors, la vocation, Axel sera champion. J'avais envie de... Métier champion. Oui, le sport, c'est toute ma vie. Donc, je me suis dit, pourquoi pas démontrer que malgré ce qui m'était arrivé, je peux aller de nouveau avoir une carrière. Et donc là, je me lance dans la natation. Parce que c'était venu aussi pendant la rééducation, peut-être? Parce que c'est venu pendant la rééducation, parce que dans la natation, ce que j'aimais, c'était le fait d'être libre, comme les autres, ne pas avoir de fauteuil roulant, être à la même hauteur que tout le monde. Donc ça, c'était quelque chose qui était pour moi très intéressant. Et on voyait d'abord un athlète avec une performance, et après le handicap. Et non pas le handicap, et après la performance. Ça, c'était quelque chose qui était important pour moi. Et là, tu rêves des Jeux paralympiques? Là, je rêve des Jeux paralympiques. Et qu'est-ce qui se passe? C'est les JO de Rio. Non, même pas. Non? Alors, je me qualifie, je réalise les minima, et malheureusement, coup de théâtre, 2 mois avant les Jeux paralympiques de Rio 2016, on me change de catégorie de handicap. Dû au fait que je suis debout, ça m'a porté préjudice, et on m'a dit que je devais passer dans la catégorie supérieure avec les personnes qui marchent. Mais dans l'eau, moi, je n'ai aucune propulsion. Je ne peux pas plonger, je ne peux pas faire de demi-tour, battement de jambes. Et donc, malheureusement, les temps que j'avais réalisés ne correspondaient plus du tout à cette nouvelle catégorie de handicap. Ça, c'est au bout de combien de temps, alors? 5 ans. Ouais, donc là, des illusions, parce qu'on ne va pas au jeu, non pas parce qu'on n'a pas été performant, mais parce qu'un groupe de personnes ont décidé que je devais changer de catégorie. Et donc, autant d'entraînement, de préparation pour finalement rien. Donc, on se remet beaucoup en question. Et là, je me dis, bon, je ne peux pas en rester là, il faut que je prenne ma revanche autrement. Qu'est-ce que tu décides alors? Je dis, bon, si je suis trop valide, pourquoi pas aller challenger des valides dans un sport? Et là, hop. Le Dakar. Ça arrive combien de temps après alors? Ça arrive, 2016. 2 ans après, je commence à monter le projet, en 2018, pour faire le Dakar 2020 en voiture. Donc je monte le projet. 25 personnes dans l'aventure. Et là, je me dis, bon, go. Et qu'est-ce qui se passe?
Donc copilote avec François, on développe la voiture, tout se passe bien, un super slogan #JePeux2020 pour partager un message fort que rien n'est impossible. Non seulement on termine ce Dakar, et en plus de ça, avec François, on réalise l'impossible où je deviens la première personne au monde handicapée à avoir gagné une catégorie sur le Dakar devant les valides. Donc une première historique. Là, c'était une belle revanche sur ce qui s'était passé avec ma changement de classification en natation. Beaucoup d'émotions à l'arrivée. Souvent, je dis, quand j'ai passé le podium de l'arrivée avec les 25 personnes du team, je repense à la Lettonie où j'ai eu l'accident. Et je me dis, si le médecin là-bas m'avait dit « Monsieur Alétru, vous avez perdu l'usage de vos jambes, mais je vous garantis que vous gagnerez le Dakar devant les valides dans 10 ans », j'aurais dit « Bon, je crois que vous êtes loin du compte ». Et t'as forcé ta destinée tout le temps aussi. C'est vrai. Donc c'est la preuve que ça se joue... Oui, le mental, je pense qu'il faut connaître aussi ses propres limites. C'est important de savoir, de connaître le sens de notre vie, pourquoi on se lève tous les matins, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Et à partir de là, quand on fait les choses qu'on aime, je pense qu'on se donne à 200%. Si tu le veux bien, on va attaquer la dernière partie de l'émission, celle qui est consacrée entièrement à l'école. Yes. Donc pour toi, ça remonte un petit peu. Mais qu'est-ce que tu penses de l'école en France? Qu'est-ce que je pense de l'école d'un point de vue extérieur? D'un point de vue global, je pense que on est plus éduqué sur un modèle où on ne va pas forcément mettre en avant les élèves. Quand on fait un échec, on est pénalisé. Alors que dans d'autres pays, l'échec, justement, est fait pour apprendre à rebondir, est mis en valeur. On met en valeur l'échec? Bah ouais, aux États-Unis, par exemple, ils mettent en avant l'échec. Je ne sais pas d'exemple là comme ça, mais voilà, c'est pas une fatalité de ne pas avoir réussi quelque chose. Et donc je trouve qu'on devrait mettre plus en avant. On a le droit de tomber, mais c'est important de savoir se relever. Ce serait de donner plus d'exemples de chutes et de... Oui, ou encourager plus les élèves. Alors ça peut être, on parlait de sport tout à l'heure, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, moi je rentrais parfois très tard des compétitions, le dimanche soir. Quand je dis très tard, ça peut être 3 à 4 heures du matin, parce qu'on était très loin pour une compétition à l'étranger. Et à 8 heures, j'étais à l'école. Et à 8 heures, j'étais à l'école, évidemment, j'étais un petit peu fatigué, peut-être moins performant. Ouais, c'est normal. Mais j'avais pas de cadeau. J'étais comme les autres. Donc je pense que voilà, ça aurait été important de... J'avais cette chance d'être passionné par le sport, tout ça. Et je pense que si tu n'es pas fort mentalement, tu peux vite arrêter une passion. Et, de valoriser plus les passions de chacun. Bah ouais, aussi. En fait, je trouve que chacun a un talent, chaque enfant a un talent, hein, tout le monde. Mais malheureusement, on ne va pas forcément le chercher. On fait un système où tout est global, il y a une norme. Et comment on pourrait aller chercher ça alors? Moi, je ne suis pas ministre de l'Éducation, mais je pense ça veut dire inviter chaque enfant à se connaître. Il y en a qui savent tout de suite, toi, tu étais passionné tout de suite. J'ai eu la chance. Mais pour d'autres enfants, c'est différent. Oui, donc je pense qu'il faut, prendre le temps apprendre le temps à se connaître, prendre du recul. Il faudrait que l'école essaye de prendre ce temps. Je ne sais pas comment faire en réalité. Tu sais, moi, avec mes enfants, j'essaie de leur initier ça tout de suite. De se connaître tout de suite? Oui, voilà, de connaître ses limites, d'être responsable, de savoir la voie qu'ils souhaitent emprunter. Et quelle voie ils veulent emprunter? Pour l'instant, ça reste les sports mécaniques. Mais non, comme par hasard. Comme par hasard. J'ai pas poussé. Je laisse le choix. Et ça te fait pas peur avec ce que toi tu as vécu? Ça me fait pas peur. Je pense qu'il faut les accompagner de la meilleure manière possible. Mais du moment qu'ils puissent être épanouis et passionnés par ce sport, voilà, c'est tant mieux. L'école de demain, tu la vois comment? Alors je sais pas pourquoi, moi je la vois de plus en plus en digital. On va plus à l'école? Ou moins avec des cours à la maison. Après, c'est pour les plus grands, hein, c'est sûr, les petits, ils ne peuvent pas. Les petits vont à l'école, voilà. Et après, à partir du collège-lycée, il y a moins de présentiel. L'école du futur, il y aura moins de présentiel. Je me dis que ce n'est pas possible qu'on puisse... Pour justement créer du temps libre pour d'autres choses. Ce sera du télétravail de l'école. Pour trouver des passions, pour que
les jeunes puissent se découvrir. Donc, ces passions se trouvent finalement avec les parents. Les parents feront plus l'école alors. Peut-être pas les parents, mais ils font plus d'activités après, en dehors. Parce que là, quand tu rentres de l'école, il est quelle heure? Je sais pas. 17h. 17h. Après ça, tu fais les devoirs. Donc comment tu veux faire une activité extrascolaire après? C'est compliqué, ça t'arrive tard. Quand tu vas en Espagne ou en Allemagne, ils finissent à 15h l'école. 15h l'école, et après c'est le sport ou d'autres passions. Est-ce qu'en tant que sportif de haut niveau, tu trouves qu'il n'y a pas assez de sport à l'école? Là-dessus, je dirais que ça va, mais je pense que c'est des sports assez conventionnés. On ne va pas ouvrir tous les sports, après c'est compliqué aussi, oui. Je comprends. On manque de temps. Voilà. Mais je pense que si à 15h, tout le monde a arrêté l'école pour aller faire leur passion, je te dis, il y a beaucoup de pays comme ça, aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne, en République tchèque, 15h30, c'est fini. On arrête l'école à 15h. C'est déjà la fin de l'émission, Axel. Merci beaucoup d'avoir partagé tous ces souvenirs avec nous. Ravi. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. À bientôt.